Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, on réagit à ce qu'a dit Trump. Trump le GOAT, Trump qui a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors c'est un petit peu incroyable de le dire vu que c'est normalement l'Iran qui devait le faire. Bah attendez, on va chercher ça, hein, on va chercher ça tout de suite. On va mettre Trump, blockade, voilà, boum. Et ça va nous sortir ce qu'il a dit. Donc Trump nous dit, so there you have it. The meeting went well, most points were agreed to, but the only point that mattered, nuclear, was not. Bref, je vais pas vous la lire toute en anglais. En gros, il a dit tout s'est bien passé, mais le seul truc qu'on voulait vraiment, c'est-à-dire toutes les questions nucléaires, n'ont pas été passées en accord. Donc, effectivement, les Iraniens disent qu'on ne va pas abandonner la capacité d'enrichir de l'uranium. Ils veulent enrichir, pas forcément avoir une bombe nucléaire, mais ils veulent enrichir. Et ça, c'est depuis 20 ans qu'ils ont le droit, mais pas à un certain niveau. Et ce dont ils n'ont pas le droit, et c'est officiel, c'est la bombe nucléaire. Mais là, en fait, Israël ne voulait pas d'enrichissement. Les Américains se sont entraînés là-dedans. Du coup, les Américains ont poussé pour zéro enrichissement. Et du coup, voilà, on ne pouvait pas. Mais voilà, là, il pose cette, cet article, ce tweet, et il dit que même si l'Iran a fermé le détroit et a laissé certains bateaux passer, les cargos ou les tankers chinois, indiens, indonésiens, parfois même européens après des négociations par-ci par-là, bah là les États-Unis disent bah nous on va en fait tout fermer. Ceux qui payent toll, T-O-L-L, ceux qui payent illegal tolls, voilà, donc c'est ici, will not have safe passage. C'est-à-dire, ceux qui payent le péage illégal à l'Iran n'auront pas le passage sécurisé. Et du coup, on va tout bloquer. Tous les vaisseaux, vessels, c'est-à-dire cargo ou bateaux, on va bloquer tous les bateaux, qu'ils soient ennemis ou alliés, pour essayer d'aller, comment dire, créer une pression chez les alliés de l'Iran pour que l'Iran abandonne de lui-même cette histoire. Du coup, c'est très chaud quand même, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a un cargo ou un navire chinois qui est coulé par les Américains dans l'étroit d'Ormuz? Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que Twitter, X, il y a des informations de malade. Et du coup, on peut déjà voir que si vous faites la recherche, il y a des avions ravitailleurs qui viennent, euh, qui viennent d'arriver le dimanche soir de Chine vers Téhéran et vers plusieurs locations en Iran, avec sûrement, c'est pas écrit, mais sûrement avec du nouveau matos militaire. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Sûrement des missiles anti destroyer. Destroyer en anglais, c'est les bateaux militaires ou les bateaux armés qui sont utilisés pour bloquer les détroits ou les chemins maritimes. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce qu'a dit Trump. Mais moi, je voulais vous montrer une autre pépite. Ghalibaf en iranien. Mohamed Bakr Ghalibaf. Euh, alors, il a posté ça. Moi, je suis de formation ingénieur et j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement c'est magnifique. Il dit Enjoy the current pump with the so-called blockade. Soon you will be nostalgic for the 4 or 5 dollar gas a gallon. En gros, il dit regardez les stations que vous avez par rapport au prix du gallon, donc 11 litres. Combien vous payez en dollars? 4-5 dollars, c'est considéré haut aux États-Unis, ce sont très grands producteurs. Et du coup, il leur dit profitez des 4-5 dollars que vous pensez déjà haut, vous allez bientôt vous sentir nostalgique par rapport à ça. En gros, il sous-entend que ça va exploser à cause du blocage du détroit d'Ormuz américain. Et pourquoi je dis que j'ai eu les larmes aux yeux par rapport à ce qu'il a mis là? Donc, delta, ça c'est le petit triangle, c'est en maths, c'est du delta. Delta, c'est la différence. Donc, la différence O, ici, c'est le prix du pétrole. Donc, je l'ai expliqué sur ma story Instagram, mais je l'explique ici. Donc, delta O, la différence du prix du pétrole, en fonction du BSOH, Blockade Strait of Hormuz. Donc, le prix du pétrole suite au blocage d'Hormuz sera positif. Et ce qui est le cas, ça a ouvert à 104, 105. Ça va impliquer, c'est-à-dire le prix du pétrole haut, ou le prix du pétrole positif suite au blocage, va impliquer F, c'est-à-dire la fonction de haut, qui veut dire la transformation de haut, ou sinon, on peut considérer ça comme les produits raffinés, tout ce qui marche avec eau,
tout ce qui est en fonction de eau. Donc l'énergie, le coût de l'énergie, le coût de la vie, l'inflation, tout ce que vous voulez. Du coup, il dit que la variation positive du prix du pétrole va impliquer un F de eau encore plus grand que le F de eau qu'on avait. En gros, un F second de eau. Donc ça veut dire que le coût de la vie va augmenter encore plus que le coût du coût de la vie. En gros, le coût du coût de la vie va s'envoler. Du coup, l'inflation va s'inflationner en quelque sorte. Et du coup, j'ai trouvé ça magnifique. Cette expression de la logique. Franchement, les dirigeants iraniens ont des doctorats. J'ai vu sur Twitter, on crachait sur leur niveau. On disait que tout le monde a des doctorats parce que là-bas, les universités ne valent rien. Sauf que le QI des Iraniens est parmi le top 5 du monde, je pense. C'est une nation une civilisation qui a aimé les maths. Al-Khawarizmi, le fondateur des algorithmes et de l'algèbre, venait d'Iran. Du coup, je vous laisse faire des recherches là-dessus. Du coup, voilà, par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, je voulais dire d'autre. Là, c'est la personne, elle l'explique à sa manière. Et puis là, on parle de 10 jours pour que l'économie se retrouve short of critical goods. En mode, on n'aura plus de biens critiques au monde parce que tout est fait grâce au pétrole, produits raffinés, et puis tout coûte de plus en plus cher. Et il y a l'Iran de toute façon qui a prévenu, si vous nous bloquez vraiment le détroit d'Ormuz, on bloque Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, c'est le détroit qui mène vers la mer Rouge, de l'autre côté du détroit d'Ormuz, entre, entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, c'est chaud, très chaud. Et par rapport au pétrole, ça a pris 8-9%. Donc là, je fais la vidéo très tôt le matin suite à tout ça. Hop, on vient là. Euh, on s'en fout du CAC 40. Prix du pétrole futur. Voilà. Boum. Prends le pétrole américain. Vous voyez où on est à plus 9,40%, on est à 104 dollars. C'est pas mal. Hein. Ça a même monté jusqu'à 105. Ouais, ça varie. Du coup, Trump a prévenu qu'il fera ça une heure après l'ouverture, donc à 10 heures, le 13 avril, 10 heures américaines. Donc à peu près en heure française, vers 15 heures, 16 heures. Vers 16 heures, il devrait activer ce blocage. Peut-être qu'il y a un super taco deluxe qui est en train d'être cuisiné par la Maison Blanche. Comme ça s'effondre et ça donne le temps aux institutionnels de le shorter avant l'ouverture, shorter le pétrole. Mais qui sait, rien ne me choque maintenant venu des Américains. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a plusieurs façons de s'exposer à tout ça. Et je lis souvent sur Twitter, surtout en général en ce moment, que on commence à pricer la destruction de la demande et de la demande pétrolière, et que les entreprises pétrolières ou énergétiques ont atteint leur pic. Non, non et non. Je comprends que vous ayez gagné beaucoup d'argent grâce à Total, Petrobras, Morel, Exxon et tout. Et certes, vous pouvez prendre des bénéfices. Et certes, vous pouvez vendre toute votre position. En anglais, il y a un dicton qui dit No one ever got broke taking profits. Personne n'a jamais perdu d'argent en prenant ses profits. C'est vrai. Mais c'est pas comme ça qu'on devient riche. Et c'est pas en mettant sur des ETF non plus ou en gardant du cash tout le temps. C'est en faisant des coups de fusil. Il faut savoir qu'on n'a pas des millions à investir comme les potes de Trump ou on n'a pas des informations d'insider. Il faut gérer comme on peut. Il faut qu'on fasse des coups de fusil. Là, on est sur une position intergénérationnelle de pétrole qui n'arrive qu'une fois par 20-30 ans. Il faut en profiter. Tous ceux qui sont positionnés sur les pétrolières à bas prix sont déjà protégés par leur PRU. On est protégé par notre PRU. On ne fait pas de swing. Même ceux qui font du swing, ça va, mais on n'a pas de position à 78 pour jouer 85 et sortir. Non, on a des positions inférieures à 55 euros. Donc, quoi qu'il arrive, on a nos dividendes. Et même sans les dividendes, on est protégé par une bonne plus-value, hein, 45-50% pour la plupart. Du coup, on peut se permettre de prendre un moment et d'analyser un petit peu ce qui va se passer. Donc là, il faut savoir que le prix du spot n'a rien à voir avec le prix futur. Parce que là, c'est les contrats futurs. Contract for determinant. Donc c'est le contrat pour différence. Et c'est le futur du prochain settlement. En gros, le prochain settlement, je pense qu'il va être livré en juin et qui va expirer juste avant. Donc le prix à la livraison de juin, sûrement, c'est 104. Par contre, le prix du spot, c'est-à-dire celui qui est acheté aujourd'hui, maintenant, sur les cargos qui sont déjà chargés en mer, le prix du spot, c'est 130, 140. Donc il y a un décalage
Et on ne comprend pas trop ce décalage d'où il vient, sauf manipulation des marchés par les institutionnels. Du coup, non, on va pas jouer le retour du bon prix du pétrole par rapport aux institutionnels, comme les gars du silver et de l'or il y a quelques mois. Non, on est sur des entreprises qui gagnent de l'argent quand le pétrole est haut. Et chaque jour où le pétrole est au-delà de 80 euros, dollars, c'est un jour magnifique. Du coup, nos entreprises gagnent énormément d'argent en ce moment même avec le prix du pétrole actuel. Ce qu'il faut faire, faut pas rester passif, on a fait des coups de fusil. Pour ceux qui ont pris des profits, tant mieux, j'espère que vous avez bien alloué ces profits. Pour ceux qui n'ont pas pris les bénéfices ou pour ceux qui ont pris des bénéfices et qui gardent du cash, gardez en tête que normalement, avec toute la disruption actuelle, le pétrole devrait continuer à monter. Les entreprises devraient, dans leurs prévisions, étendre, étendre la période à 100, 100, 120, 90 dollars le baril. Et du coup, ils vont sûrement gagner encore plus d'argent, sortir des dividendes exceptionnels, racheter plus d'actions. Et du coup, la valo va augmenter. La valo va augmenter. Et j'estime, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, mais j'estime que pour Total, j'ai rehaussé mes prévisions et je pense qu'on va vers les 85. Et on prend les dividendes aussi avec, sûrement dividendes exceptionnels. Et du coup, 85, 90, 95. C'est une fourchette très large où je vois les choses se passer. Et il faut faire des coups de fusil. 80, 90 dollars, 90 euros l'action. On peut réalléger. Moi, j'ai réallégé, j'ai vendu. Je dirais pas le nombre d'actions parce que j'ai pas envie que ça soit public, mais c'est très 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 gros par rapport aux petits youtubeurs qu'on voit. Mais je suis loin des montants faramineux de Patrick par exemple sur la Power Trade, youtubeur que j'adore regarder et que je salue. Mais voilà, donc alors j'ai vendu à peu près 30% de ma position de Total à 80. Après réception des deux dividendes de cette année, janvier et mars. Par contre, j'ai réalloué intelligemment. C'est-à-dire, d'abord, j'ai racheté Dassault Systèmes quand c'était à 15, j'ai revendu à 18. J'ai fait 15% de bénéfice. Je suis sorti. J'ai racheté Schneider Electric, 228, 229, 30, 230. J'ai revendu à 260. Encore une fois, de 12, 13, 14%, je suis sorti. Et puis maintenant, c'est au tour de FDJ, donc je charge un petit peu, j'ai une position très conséquente. Et FDJ, ça verse un méga dividende, c'est très sous-évalué, pardon, et c'est très résistant aussi, c'est très peu volatile. C'est mon livret A. Donc le jour où je trouverai des opportunités, je sortirai et je mettrai ailleurs. Mais ma position sur Total est toujours très conséquente. Je garde et j'ai même racheté, mais vraiment pas beaucoup. J'ai racheté vers les 74 quand ça a fait un pullback. J'aurais pu en acheter plus, concrètement. J'aurais fait beaucoup, j'aurais fait pas mal de thunes. Mais bon, je garde. Et les coups de fusil consistent à ne pas vendre. Juste ne pas vendre. Après, vous gérez comme vous voulez, mais c'est une question de valorisation. Toujours pensez à votre appart. Est-ce que quand vous achetez un appart, vous achetez pour revendre plus cher uniquement, ou est-ce que vous avez un plan? Cet appart, vous allez prendre les loyers en attendant de faire des travaux à la sortie du locataire. Une fois que le locataire sort et que vous faites des travaux, ça va se valoriser mieux. Vous allez attendre la baisse des taux d'intérêt, comme ça les gens commencent à pouvoir mettre sur la table des grands montants et faire des méga plus-values en pouvant, pardon, en ayant la possibilité de prendre tout votre temps parce qu'il y a les loyers qui tombent. C'est une position confortable, n'est-ce pas? C'est la même chose sur les actions. Quand vous vous positionnez sur Total, vous avez des dividendes, vous attendez que ça augmente et vous attendez que le marché vous donne une bonne porte de sortie pour pouvoir sortir. Parce que moi, je ne sors pas entièrement à 80. Je ne sors pas entièrement à 82, 83. 85, je commencerai à alléger vite fait. 90, je pourrais commencer à y réfléchir. 95, ça pourra devenir très, très tentant. Et puis, par exemple, si le marché vient et me donne 120, je sors. Je sors entièrement. Mais c'est une question de valeur, encore une fois. Et qu'est-ce qu'on fait avec le cash? Si vous prenez votre cash et vous le mettez en SP500, je sais pas quoi, tant pis pour vous, on va pas s'entendre. Mais ceux qui parlent stock picking, là, je vais parler de nouvelles idées. Et ces idées-là, bah déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est les futurs. Les futurs du Nasdaq. Donc le Nasdaq baisse de 1%. C'est irréaliste. En fait, le marché mise sûrement sur un taco, comme je vous ai dit. Trump always chickens out. Et sinon, le marché devrait baisser à minimum moins 1,5%. Du coup, le Nasdaq descend.
Une fois que le Nasdaq descend, les entreprises qui m'intéressent vont sûrement descendre aussi. Les entreprises qui m'intéressent, on va commencer par celle que je peux acheter directement sur PEA en prenant mes bénéfices ou mes dividendes ou autres. C'est SAP. Cette entreprise, je l'aime beaucoup et elle commence à être très très intéressante. C'est des niveaux franchement incroyables. Euh, j'ai déjà fait un mini aller-retour dessus cette année, mais vraiment intraday. Hein. Je suis rentré à 163 et je suis sorti à 166. J'étais pas fier de moi et j'ai tout de suite mis mon argent sur FDJ, qui était à 24,5 ou 25, ou je sais pas quoi. Mais SAP, c'est une entreprise que je me vois bien acheter. Je vais pas dire en fond de portefeuille parce que ma philosophie en bourse, c'est faire des coups de fusil. Donc SAP, je la vois bien descendre, l'acheter, attendre quelques mois et la revendre avec 50% de plus-value. Je vois très bien ce scénario se passer. Et encore, toujours, on est protégé par notre PRU. Donc, même s'il y a un an avant que ça se passe, ça ne me dérange pas. Par contre, il faut avoir un bon PRU pour faire ça. Et un bon PRU que je vois pour SAP, c'est les 120. Si ça, demain, ça devrait descendre. Combien? Je ne sais pas. Si ça descend vers les 135, ça commencera à devenir alléchant. Vers les 120, ça devrait être incroyable. 125, je commencerai à acheter. 120, je renforce jusqu'au 100. Après, ça descend au plus bas que 100, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème. On va voir. Ah voilà, on a SAP direct. Ah, j'espère que je ne l'ai pas ajouté ici. Bon, c'est pas grave. Hop, SAP. Tuc tuc tuc, on va mettre là. Et on va voir un petit peu le graphique. Ok, donc ça nous fait ça. Qu'est-ce que ça nous fait en termes de long terme? Ah ouais, ah ouais. Donc on redescend, là on est en 2024, et là je vois qu'il y a un support, 133. S'il est cassé, il y a un autre support vers les 100, vers les 120. Un support, ouais, il y a un bon support vers les 120. Alors regardez bien, on va tirer tout ça. L'analyse technique, c'est pas un truc que j'utilise, et j'ai du mal avec ceux qui l'utilisent aussi, parce qu'il y a une différence de philosophie. Mais c'est quelque chose qui marche, hein, c'est quelque chose qui est franchement incroyable. Regardez, boum, je vais mettre un petit trait comme ça, hop là. Et je vais tirer le trait, comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, on tire le trait et on laisse. Et ça nous fait, on enlève ça, hop, boum, on enlève, boum. Voilà. C'est très mal tracé, je vous l'accorde, mais il y a une résistance comme ça, et on peut descendre jusqu'à à peu près les 122, 123 ou les 120. Et ouais, on peut descendre vers les 120. Et du coup, à 120, j'achète. Voilà, ça c'est un coup de fusil à faire. 120, j'achète. Coup de fusil. Il y a aussi Microsoft. Alors déjà, on enlève ça, hop. On va vers les... Je sais plus comment utiliser tout ça. Liste, ouais. Partager. Ouais, je vais juste chercher en fait ici. MSFT. Microsoft aussi, il y a un coup de fusil à faire vers les 150. Là, hop. Je viens là. Enfin, c'est une résistance un petit peu bizarre. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une résistance à jouer vers les 156, 360, 350 résistance. Opportunité générationnelle. J'ai pas d'argent à mettre sur CTO, pas d'argent frais. En ce moment, je gère mes trucs. Il y a plein de trucs immobiliers et autres que je gère. Mais en bourse, j'utilise mes dividendes ou mes plus-values ou mon cash sur mon PEA. Sur CTO, j'aurais bien acheté Microsoft. C'est la meilleure opportunité du moment. Vraiment de loin, de très très loin. Si on casse ce support durablement, on va vers les 300, 310. Et je vous dis pas que là, je ferai apparaître du cash pour acheter Microsoft. Il y a aussi Meta, mais Meta, elle est trop volatile, elle a déjà remonté. Alors, Meta, il y a une résistance. Ouais, il y a une résistance. Alors, je vais vous la faire. Hop. Elle est bizarre la résistance, mais voyez avec l'épaisseur du trait.
comme ça. Hop. Donc là, il faut redescendre à peu près vers les 520 pour que ce soit une bonne opportunité. Vers les 520, c'est vraiment une bonne opportunité. Après, si on casse, on vient chercher les 480, puis les 450, puis les 410. Difficile, je dirais difficile, mais on pourra renforcer à chaque niveau de prix. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les actions énergétiques, on pourra parler aussi d'Amazon, très bonne entreprise dans la tech. Pour le coup, Amazon est très cher, très très cher, très 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 cher. Amazon, moi je dirais vers les 160. Vers les 160, ça deviendra un bon coup. Mais pour revenir, nous on est sur PEA par rapport à mon cas. Par rapport au CTO, il y a plein de choses à faire en attendant que ça baisse. Mais pour moi, perso, PEA, il y a Dassault, il y a SAP, Dassault. En fait, c'est les softwares. Donc Dassault Systèmes, ça commence à rebaisser vraiment fortement et chercher mon coup de revient de la dernière fois. Donc, si ça baisse jusqu'au 16 ou 15 ou inférieur à 16, genre les 15,80, je l'achèterai. Ou sinon, moi j'attends SAP qui m'intéresse plus. Et en attendant, j'ai les dividendes de FDJ, j'ai les dividendes de Total et la plus-value de Total et plus-value éventuelle de FDJ parce que c'est sous-évalué. Et en bourse, on fait des coups de fusil, on n'investit pas pour le long terme. Je ne sais pas qui disait que celui qui dit qu'il investit sur le long terme, c'est une façon de dire qu'il perd de l'argent et qu'il en moins-value. Arrêtez de me raconter ces salades. Vous achetez Novo Nordisk à 40 fois les bénéfices et vous me dites investissement pour le long terme. Non. Faites des coups de fusil. Des coups. Investissement pour la rente, je peux comprendre. Vous êtes très 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 riche, vous avez un gros capital, vous voulez juste placer et vous mettez dans des actions à dividendes. Vous prenez vos dividendes mensuels sur Real Income ou trimestriels sur des pétrolières ou des trucs comme ça, et puis vous vous en foutez de la bourse. Je comprendrais. Mais les gars, les pro ETF ou pro gestion passive, ce genre de trucs, les gars, remettez-vous en question, vous allez rien gagner en bourse. Vous allez faire du, vous allez, franchement, je vais pas commenter. Mais en tout cas, les coups de fusil, Dassault Systèmes, SAP, Schneider Electric, mes actions préférées. Schneider aussi, mais bon, elle est très très haute. Schneider Electric, vers les 230, je pourrais en reprendre encore. Ou si ça rebaisse vers les 200, très très bonne opportunité. En gros, j'ai mon top 3, Schneider Electric, top 1 à 200 euros. SAP, top 2 à 120. Dassault Systèmes à 16 ou 15, allez, 15,50, soyons gourmands. Top 3. Je mettrai quoi en 4? En 4, je garde la FDJ. 5, 5, je mettrai quoi? 5. 5, Air Liquide. Air Liquide, j'en ai pas parlé, mais Air Liquide est une très très bonne entreprise. Je regrette de ne pas avoir acheté Air Liquide quand ça cotait 155 au début d'année. Parce que ça, à un moment, ça cotait, voilà, 155, mercredi 7 janvier. J'aurais pu l'acheter. Et j'aurais été à 20% plus value. C'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave. Dites-vous que c'est le plus bas des 52 dernières semaines, 55. 155. Bon, c'est là. Mais j'aurais bien aimé l'acheter. Et c'est pas le moment où ça va baisser. Là, la crise énergétique, tout ça, Air Liquide est la mienne. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai parlé, j'ai commenté un petit peu les actualités, j'ai parlé des opportunités, de ma philosophie d'investissement sur Total, les pétrolières, le pétrole en général. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, commenter, et puis on se voit à la prochaine. Merci.